imaginé. Vous sortez d'un avion et découvrez que toute l'Europe vient de vous sanctionner. C'est ce qui est arrivé à Nathalie Yamb, figure panafricaine redoutée par Paris et Bruxelles. Interdiction de voyager, compte gelé, coupé du monde, officiellement pour ses opinions. Officieusement, pour bien plus que ça. Dans cette vidéo, on vous révèle pourquoi cette affaire est un tournant géopolitique majeur entre l'Europe et l'Afrique, et pourquoi elle pourrait changer la donne pour tout un continent. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie. Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Mais qu'est-ce qui justifie de telles sanctions contre une militante politique et pourquoi cette affaire fait-elle autant de bruit? Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut d'abord saisir son caractère exceptionnel. Jamais dans l'histoire des sanctions européennes, une personne n'avait été sanctionnée seule, isolément. Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne soit ajoutée simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après. Ni avant dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Les sanctions comprennent 3 mesures drastiques. Interdiction d'entrer sur le territoire européen, gel des avoirs et interdiction de recevoir des fonds. Mais le plus frappant, c'est le processus qui a mené à cette décision. Sur demande de la France, la haute représentante qui dans le jargon bruxellois équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé au nom de la Commission de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi. Mais qu'est-ce qui motive réellement ces sanctions? Officiellement, l'UE reproche à Nathalie Yamb ses positions pro-russes et sa volonté d'évincer la France de l'Afrique. Mais selon elle, c'est là que réside toute l'hypocrisie. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions,
On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non. On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE, pour évincer la France et l'Occident du continent africain. Fin de citation. Mais quel crime! Non mais vous imaginez, comment puis-je oser vouloir que l'Occident, qui nous a esclavagisés, torturés, massacrés, violés, pillés, colonisés, dénigrés, infantilisés, ridiculisés, diffamés, divisés, appauvris, comment puis-je avoir l'audace de réclamer que cet Occident malfaiteur et criminel quitte notre Afrique et reste là-bas chez eux, dans leur jardin? Yamb dénonce un double standard flagrant. Quand des personnalités blanches critiquent les mêmes politiques, elles ne subissent aucune sanction. Le journaliste français Thomas Dietrich, l'eurodéputé belge Marc Botenga, les députés français Aurélien Taché et Jean-Paul Lecoq ne disent pas autre chose que moi, que nous, sur le déséquilibre de la relation Europe-Afrique, sur la nocivité et la nécessité d'en finir avec la France-Afrique, avec les bases militaires, avec le franc CFA, la tutelle de la France à l'ONU, les contrats léonins, la barbouzerie française. Le journaliste star américain Tucker Carlson, les hommes politiques français François Asselineau, Florian Philippot, l'activiste américain Jackson Hinkle, le président du El Salvador Nayib Bukele disent les termes sur le déclin de l'Europe, le double standard, la réalité de la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, le financement et l'adoubement des terroristes. Mais eux tous là, on ne les sanctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce que contrairement à moi, ils sont blancs. Cette critique touche au cœur du système France-Afrique. Franc CFA, base militaire, accord de défense. Des sujets que Yamb aborde depuis des années. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Mais au-delà des motifs officiels, quelles sont les conséquences réelles de ces sanctions? C'est ici que l'affaire prend une dimension particulièrement troublante. Yamb, citoyenne suisse, découvre rapidement que les sanctions européennes dépassent largement les frontières de l'UE. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler
une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Cette extraterritorialité soulève des questions juridiques majeures. Comment des sanctions européennes peuvent-elles affecter des comptes suisses ou africains? La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé, la violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Et ils y ont recours non seulement pour me briser, mais aussi et surtout pour passer un message à ceux qui seraient tentés de penser et d'agir comme moi. Je ne vous raconte pas cela pour faire pleurer dans les chaumières. Je vous raconte cela pour que vous soyez conscients des enjeux. Tous ceux qui se disent que bof, off, c'est un problème de Nathalie Yamb, de toute façon, je ne l'aime pas, alors je n'en ai rien à fiche, détrompez-vous. Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas parce que vous êtes citoyen européen ou africain résidant en Afrique ou en Europe. Si ce qu'ils me font là passe, ça va créer une jurisprudence en Europe. Yamb y voit une stratégie d'intimidation qui dépasse son cas personnel et vise tous ceux qui pourraient adopter des positions similaires. Face à cette situation, quelle est la stratégie de riposte? Loin de se laisser intimider, Nathalie Yamb annonce une contre-offensive juridique et politique. Son message est clair. Cette fois, elle ne restera pas sans réagir. Alors cette fois, je ne vais pas rester sans réagir. Cette fois, ce qu'ils ont commencé, on va terminer. Pas parce que j'ai particulièrement envie de circuler en Europe, mais plutôt pour leur montrer que dorénavant, avec moi et les autres leaders du combat d'émancipation et de souveraineté de l'Afrique, ce sera les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. On les a battus sur le terrain de l'intelligence, de l'information, de la détermination, de la mobilisation. Et pendant que nos chefs d'État de l'AES sont en train de monter en puissance sur le plan défense, diplomatie et développement, nous allons aussi leur montrer qu'on peut les battre sur le terrain juridique. Ils savent très bien qu'avec tout ce qu'ils font là, ils ne me font pas peur et ils ne me feront pas taire. Cabri mort n'a pas peur de couteau, comme on dit chez moi. Je vais leur montrer que les tribunaux sont un terrain de bataille sur lequel on peut leur infliger des défaites aussi monumentales que celles qu'ils ont subies sur les terrains militaires, diplomatiques, géostratégiques, informationnels et communicationnels en Afrique. Watch me. Cette affaire s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel-ES et la remise en question de l'influence française en Afrique. À ce stade, je voudrais fortement recommander aux États africains et à ceux de l'AES en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur souveraineté, également sur le plan juridique. Ils doivent interdire aux entreprises opérant sur leur territoire d'appliquer des sanctions prises par des bureaucrates, par des politiciens ou même des tribunaux étrangers qui n'ont pas été auparavant reprises par le droit des pays africains concernés. Au-delà du cas personnel, Yamb se positionne comme porte-parole d'un mouvement plus large de souveraineté africaine. L'affaire Nathalie Yamb révèle les tensions croissantes entre une Europe qui tente de maintenir son influence et une Afrique qui revendique sa souveraineté. Ces sanctions sans précédent posent des questions fondamentales sur la liberté d'expression, l'extraterritorialité du droit et l'évolution des rapports Nord-Sud. De la même façon dont vous me voyez comme votre pire cauchemar, je suis l'espoir d'un continent qui s'est levé et qui ne se mettra plus jamais à genoux devant vous. Je suis la vigie qui avertit ses frères, ses sœurs, ses parents et enfants du danger que vous représentez, qui
qui éveille les esprits, qui raconte le passé, qui inspire les politiques, qui brise définitivement les chaînes néocoloniales d'aliénation et de soumission que vous avez attachées à nos chevilles, à nos poignets et dans nos esprits depuis trop longtemps. Je suis l'enfant d'Édith, la lionne blanche et d'Étienne, dont je peux remonter la lignée à 15 générations jusqu'à Gokli Touba. Je suis la fille de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Ruben Umniobe, de Félix Moumié, de Ernest Wandier, de Kimpa Vita, de Hatshepsut, de Nzinga, de Shaka Zulu, de Dedan Kimathi, de Jerry Rawlings, de Malik Al-Shabazz, de la mulâtresse Solitude, de Jean-Jacques Dessalines, de Steve Biko, de Winnie Mandela, de Harriet Tubman. Je suis la sœur de Abdraman Tiani, de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la liberté d'expression, l'influence géopolitique et les relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais au-delà des faits, c'est votre point de vue qui compte. Pensez-vous que ces sanctions sont justifiées ou disproportionnées? Partagez votre analyse dans les commentaires et contribuez au débat. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Actualité Brûlante TV. Si ce décryptage vous a intéressé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses.